Bonjour, bonjour. Nous allons vous donner un cours sur les suites immédiates en salle de naissance. Ma collègue et moi-même, nous sommes sages-femmes au CHU. Donc on va se centrer sur l'environnement, le matériel et la pièce pour la sérénité et la sécurité des patients. Donc voici le plan. Alors dans un premier temps, on fera une petite introduction sur le sujet. Ensuite, on parlera de la prise en charge des patients et notamment de la mère. Notamment donc la prise en charge de la patiente, on parlera de l'examen clinique général, qui doit être fait pendant les 2 heures qui suivent l'accouchement, avant qu'elle retourne en salle ensuite de couche, pardon. Ensuite, on parlera des principaux risques à éliminer avant qu'elle parte ensuite de couche également. On verra le matériel qui est nécessaire pour la surveillance de la mère. Ensuite, on verra la sécurité du patient et les points indispensables qui doivent être vus avant son retour ensuite de couche. On abordera également le confort de la patiente et l'accueil de son nouveau-né auprès d'elle. Ensuite, on verra la prise en charge du nouveau-né. Donc tout d'abord avec le matériel qui est nécessaire pour la surveillance du nouveau-né, le matériel pour prévenir l'hypothermie, un des points importants, le matériel pour le soin de cordon et le soin des yeux qu'on fait à la naissance, ce qui se situe dans la salle de réanimation néonatale, et puis ensuite on verra la naissance, donc l'adaptation à la vie extra-utérine, l'évaluation du risque de détresse respiratoire et le pH au cordon, donc tout l'environnement qui entoure la naissance, la prise en charge générale et la surveillance du nouveau-né, et ensuite, pour terminer, l'examen clinique du nouveau-né qu'on effectue à la naissance avant le retour ensuite de couche. Et on fera une partie également sur les soignants pour énumérer les différents intervenants qui interviennent dans la prise en charge des patients, la sécurité mise en place pour le soignant et la sérénité du soignant. Et on conclura. Alors, en introduction, on peut parler donc de la salle de naissance, aussi appelée salle d'accouchement, qui est un service d'accueil pour les patients qui sont au travail et donc qui viennent pour accoucher. Elles peuvent plus ou moins être médicalisées, suivant si elles veulent une anesthésie comme la péridurale ou pas. Ensuite, on a les suites immédiates physiologiques, donc ce sont les 2 heures qui suivent l'accouchement et la délivrance. Donc ensuite, les 3 principaux objectifs qu'on a voulu vraiment insister dessus durant ce cours, c'est vraiment la surveillance et la prise en charge de la mère donc après la délivrance. On va dessus après. Donc après la délivrance. Ensuite, c'est accueillir un nouveau-né et permettre sa bonne adaptation à la vie extra-utérine. Et puis surtout le côté psychologique, donc le premier contact mère-enfant, mais également donc, la triade, donc l'accueil du nouveau-né au sein de la famille. Vous avez une question? Oui, je me demandais ce que c'était en fait la délivrance. J'ai pas bien compris. D'accord. En fait, la délivrance, c'est l'expulsion du placenta. À l'accouchement, il y a le bébé qui sort, il est relié à son cordon, on coupe le cordon, et ensuite on attend que le placenta il arrive, il faut qu'il se décolle de l'utérus, et quand il est sorti, il faut vérifier qu'il soit bien complet en fait. Et du coup, ça arrive à peu près dans les 20 minutes qui suivent l'accouchement. D'accord, merci. Dans la prise en charge des patients et notamment de la femme accouchée. On a parlé des suites immédiates suite à l'accouchement, donc c'est dans les 2 heures qui suivent la délivrance. Ensuite, au bout de ces 2 heures, la dame, si tout va bien, si son nouveau-né va bien, elle va aller ensuite de couche. Et ces suites immédiates, elles se passent en salle de naissance, en salle d'accouchement. Alors dans la surveillance, ce qui est très important et dans la prise en charge de la patiente, c'est qu'elle a un bracelet d'identité-vigilance. Toute patiente doit en avoir un à l'entrée dans le service jusqu'à ce qu'elle ressorte de l'hôpital. Alors le bracelet, en fait, dessus, on va avoir le nom, le prénom et la date de naissance de la patiente. On peut également avoir, du coup, au niveau de son nom de naissance et son nom marital. Parce que des fois il y a des confusions au niveau de ça, et ça permet en fait d'avoir un suivi de la patiente au niveau avec une corrélation avec son dossier, ses prélèvements, ses résultats de bilan sanguin, etc. Et surtout de ne pas se tromper de patient, parce que des fois on a des patients qui arrivent pour le même nom, le même prénom, et donc ça permet de se retrouver. Voilà. Ensuite, on va voir le dossier médical. Donc, le dossier médical, il va y avoir plusieurs choses dedans. Donc, il va y avoir le déroulement de l'accouchement. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle la carte médicale. Donc, dans la carte médicale, on va retrouver des éléments
comme le groupe sanguin de la patiente, son rhésus, qui est très important à connaître notamment, si elle a consommé des toxiques comme l'alcool, le tabac, la drogue pendant sa grossesse, si elle a des traitements qu'elle prend actuellement pendant la grossesse et au moment de son accouchement. Et savoir aussi ses allergies. Voilà. Parce que des fois, on a des patients qui arrivent qui sont allergiques à l'iode, donc allergiques à l'iode, à la pénicilline. Donc c'est super important de savoir ça, de la prise en charge de la patiente pour la correctement aujourd'hui. Ensuite, donc, avant d'aller voir la patiente, c'est pour ça, le dossier médical, il faut connaître, il faut vraiment le connaître, il ne faut pas le confondre avec une autre patiente. Il faut savoir tous les détails de son accouchement, comment ça s'est passé, ses antécédents familiaux, ses antécédents psychologiques aussi également, parce que des fois, on a des patients qui ont un vécu traumatique et pas faire de bêtises quand on va la voir. Alors, maintenant, on va parler de l'examen clinique général de la patiente, donc qui doit se faire très régulièrement pendant les suites immédiates. Donc, premièrement, on va faire l'examen clinique général de la patiente, qui est fait assez régulièrement en salle de naissance avant qu'elle retourne ensuite de couche. Donc cet examen clinique général, il faut qu'il soit dit normal pour qu'elle puisse y aller. Donc quand on rentre d'abord dans la salle de naissance, ce qu'on voit d'abord quand on rentre, c'est l'état de conscience de la patiente. On voit si elle est endormie, si elle est réveillée, si elle a fait un malaise ou quoi, si elle n'est pas bien. Ensuite, on va pouvoir évaluer son niveau de douleur grâce à l'EVA pour pouvoir également lui donner par la suite du coup des antalgiques pour soigner sa douleur. On va également ensuite du coup regarder son teint, donc si elle est pâle, si elle nausée, si elle présente des marbrures, donc qui évoquerait un manque d'oxygène. Oui. Qu'est-ce que peut évoquer une pâleur? Alors une pâleur, ça peut être dû à une anémie par exemple, qui est assez fréquente chez les femmes qui viennent d'accoucher parce qu'elles ont perdu plus ou moins beaucoup de sang pendant l'accouchement. Du coup, c'est un des paramètres auquel il faut faire très attention. Et donc, pour l'évaluer, il y a l'aspect général de la patiente, mais il y a aussi, du coup, regarder le taux d'hémoglobine en faisant un prélèvement sanguin. Ce qui peut évoquer aussi une pâleur, ça peut être une hypoglycémie. Donc, un manque de sucre. Donc, on regarde pour ça en faisant un dextro en capillaire son taux de glycémie pour pouvoir l'évaluer la glycémie et la corriger ensuite. Ensuite, on va évaluer donc, les constantes générales de la patiente. Donc, on va évaluer la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, son pouls. On va également regarder ses tensions, si elles sont élevées ou trop basses. Et on va également prendre une température assez régulièrement pour écarter le risque infectieux. Par la suite, surtout pour les femmes qui ont eu une péridurale, on va regarder la mobilité des membres inférieurs. Voir si elles ont bien repris leur bloc moteur et sensitif, donc si elles arrivent bien à les mobiliser, si elles sentent bien les touchés qu'on fait dessus. Donc c'est que c'est bon signe. Et en même temps, on va regarder l'aspect des membres inférieurs pour prévenir les risques de maladies thromboemboliques notamment. Oui, pour l'examen des membres inférieurs, on fait comment? Déjà, c'est un examen qui va être comparatif et bimanuel, donc avec les deux mains, donc bilatéral comparatif. Et on va regarder notamment donc l'aspect général, si c'est rouge, si c'est chaud au toucher. Et on va regarder le balancement au niveau des mollets. Et on va également faire un signe qui s'appelle le signe de Homans, qui est assez significatif s'il y a une phlébite en fait. Donc un caillot sanguin qui est dans les veines. Et souvent, c'est au niveau des membres inférieurs. Donc on fait ça pour prévenir justement la phlébite, puis après le risque d'embolie pulmonaire si le caillot remonte jusqu'au poumon. Donc par rapport au point de ponction justement, c'est important notamment que la perfusion, le point de ponction soit normal et non douloureux puisqu'on va la laisser en cas d'urgence, puisque dans les 2 heures qui suivent l'accouchement, il y a toujours un risque hémorragique qui est important. Donc comme ça, si on a la perfusion, donc une voie d'abord qui est prête, on va pouvoir injecter les produits nécessaires s'il y a une hémorragie de la délivrance ou une hémorragie qui se déclare dans les 2 heures. Donc c'est une voie d'abord pour les urgences qui est très pratique. Ensuite, on va évaluer donc, tout ce qui est les saignements en regardant en même temps la révolution utérine. Donc les saignements, on va regarder leur quantité,
leur coloration, l'odeur qu'ils ont et l'aspect. Oui, Je sais ce que c'était l'involution utérine. j'allais y venir. Donc l'involution utérine, en fait, quand la femme est enceinte, donc l'utérus il gonfle, il grandit et il atteint à peu près l'ombilique. Et donc après l'accouchement, le bébé il est sorti, il va y avoir des contractions qu'on appelle les tranchées et l'utérus il va redescendre pour reprendre sa place initiale d'avant la grossesse. Donc du coup, pour pouvoir regarder l'involution utérine, on va faire un examen clinique. Donc on met des gants non stériles et on va regarder la hauteur utérine en cherchant le globe utérin. On va regarder si le globe utérin est tonique, donc ça c'est très bien, ça veut dire que l'utérus se contracte très bien pour se remettre en place. Et on va pouvoir en même temps donc évaluer les saignements. L'involution utérine et les saignements sont étroitement liés, puisque quand on recherche l'involution utérine, forcément on fait sortir du sang en même temps. D'accord. Mais les saignements sont normaux après la naissance, c'est normal. Et donc cet examen clinique, il doit se faire toutes les 15 minutes avant le retour en suite de couche. Ça permet d'éliminer l'urgence, de voir si tout va bien. Voilà, quantifier les saignements pour prévenir l'hémorragie, regarder la température pour éviter le risque infectieux, regarder la conscience, l'état de conscience, voir si la dame va bien. Et en même temps, on peut observer également comment va le nouveau-né à chaque fois qu'on va l'avoir. Alors, donc, c'est lié encore à l'examen clinique général, mais du coup, ensuite du postpartum immédiat, on va essayer d'écarter 3 principaux risques. Donc, les principaux risques sont le risque hémorragique, le risque infectieux et le risque de maladie thromboembolique. Donc, le risque hémorragique, on va l'écarter en regardant, ce qui peut évoquer des risques hémorragiques, ça va être tout ce qui est pâleur, des vertiges, des vomissements, des nausées. Donc, pâleur, comme on avait dit, ça peut évoquer de l'anémie, mais ça peut être aussi une dame qui fait une hémorragie, qui perd trop de sang. La tachycardie, si elle est en hypotension, et également des saignements abondants. On va regarder le risque infectieux, donc si elle est pyrétique, donc si elle a de la température, avec des frissons, des sueurs, et des lochies qui sont malodorantes vont également évoquer une infection qu'il y a eu au cours de l'accouchement ou au cours de la délivrance. On va regarder le risque de maladie thromboembolique, donc notamment avec des signes inflammatoires, ce qu'on disait par rapport aux membres intérieurs. Donc s'il y a des rougeurs, des œdèmes, de la douleur. Donc voilà. Et donc l'examen des membres intérieurs doit être bilatéral et comparatif, donc pour éviter le risque de phlébite et le risque d'embolie pulmonaire par la suite. Pour prévenir ce risque thromboembolique, on peut également mettre des bas de contention, de classe 2 notamment. Oui. Je voulais savoir ce que c'était les lochies. Les lochies, en fait, c'est les saignements après l'accouchement, après la naissance du bébé. Avant, c'est des saignements, et après, on dit, dans la suite du postpartum, on appelle ça des lochies. Donc, du coup, pour l'assurance de la patiente, quel matériel faut-il dans la salle de naissance? On va avoir besoin donc d'un thermomètre pour prendre la température, d'un tensiomètre pour prendre les tensions, et également le pouls. Très régulièrement, en fait, les tensiomètres, c'est comme des dynamomètres, donc c'est électrique et ça va prendre le pouls en même temps. D'un saturomètre pour prendre la saturation d'oxygène, de la sonnette, très importante, qui doit être à la portée de la patiente pour si elle a un problème quelconque, si elle a besoin de nous appeler. D'un lit qui va être motorisé, donc on peut élever, baisser, donc pour l'ergonomie de la patiente et notre ergonomie à nous aussi les soignants. Une cialytique, donc une grosse lampe si on a besoin, notamment pour les examens cliniques au niveau du périnée, pour vérifier les saignements. On va avoir aussi un bassin pour évacuer les urines ou mettre en dessous de la patiente pour faire une toilette vulvaire par exemple. Et on va également avoir besoin, le plus important, de nos sens. Donc tous nos sens, donc oui, l'odorat, le toucher, le goût non, mais le reste on en a besoin. Alors, en lien avec le matériel qu'on va avoir besoin pour la surveillance de la patiente, on va avoir également des chariots dans les salles, un chariot notamment dans la salle qui va être très important, qui va être rempli pour chaque nouvelle patiente, qui va être checké avec une checklist pour qu'il soit bien complet. Et dedans, il va y avoir tout le nécessaire pour faire les soins techniques de la patiente. Notamment, on va avoir tout le nécessaire pour perfuser, donc les cathéters, le tégaderme pour mettre par-dessus, les tubulures, les poches de perfusion, de NaCl, de glucose, etc., de rage à la tête également. On va avoir le nécessaire pour les prélèvements, donc que ce soit pour des prises de sang,
des prises de sang avec les cordes de pompe, des aiguilles, etc. Les prélèvements amniotiques ou les prélèvements urinaires. On va également avoir tout ce qu'il faut pour les injections, donc les aiguilles pour le sous-cutané, l'intraveineux, etc. On va avoir tout ce qu'il faut pour également faire des sondages, que ce soit évacuateur ou à demeure. On va avoir ce qu'il faut pour faire une petite toilette vulvaire à la dame au cours de son accouchement, mais également après, parce qu'après l'accouchement, vu qu'il y a des saignements qui peuvent être plus ou moins abondants, même si ça reste physiologique, dans ces cas-là, on fait quand même une petite toilette vulvaire, c'est mieux pour son confort. On va avoir donc le set d'accouchement et d'épisiotomie et le forceps, donc qui reste toujours à portée de main. Donc ça, on n'en a pas besoin après dans le postpartum immédiat, mais ça reste quand même dans le chariot qui est présent dans la salle. On va également avoir des médicaments qui vont être présents, donc notamment des antalgiques pour la douleur. On va avoir des antiseptiques, différents antiseptiques, donc les antiseptiques pour les muqueuses, les antiseptiques alcooliques, etc. pour faire les prises de sang, les perfusions. On va avoir tout ce qu'il faut pour prélever le pH du bébé, soit au scalp, soit au cordon. On va avoir des ventouses appelées kiwi, c'est les petites ventouses en fait. On va avoir aussi donc, des gants stériles, des gants non stériles, des manchettes stériles pour les actes plus invasifs et des casaques. Donc ce chariot il reste dans la salle de naissance, il faut qu'il soit complet avant chaque arrivée d'une nouvelle patiente pour pouvoir agir rapidement en cas d'urgence. Ensuite, donc sur la protection du patient, qu'est-ce qu'on peut dire? On a la présence qu'il faut mettre systématiquement quand on rentre dans la salle de la patiente. Comme ça, on sait, les collègues ils savent où on est. S'il y a une urgence, on rappuie sur la présence et il y a quelqu'un qui arrive pour nous aider. Donc c'est une sécurité pour nous comme pour la patiente. On sait qu'elle n'est pas toute seule en fait. On va avoir également les solutions hydroalcooliques, aussi appelées le chat, qui permettent l'hygiène des mains. Donc pareil, dès qu'on rentre, on met la présence, ensuite on se lave les mains, au moins 30 secondes. Et on va avoir également les masques à mettre. Donc le masque, ça peut être aussi bien le soignant qui le porte pour éviter de transmettre des germes si le soignant est malade ou parce que voilà, quand on fait l'examen clinique au niveau du périnée, il faut mettre un masque. Mais également, par exemple, le conjoint de la patiente qui est malade, donc pour éviter de faire des transmissions d'agents pathogènes. Donc les points indispensables pour le retour en suite de couche. Donc avant le retour en suite de couche, il faut s'assurer que l'examen clinique de la patiente est normal. Donc on a vu tout à l'heure tous les paramètres, donc il faut que ces paramètres soient normaux et qu'on ait écarté les 3 risques principaux, donc risque hémorragique, risque thromboembolique et risque infectieux. Il faut également qu'il y ait une bonne involution utérine, donc l'utérus se soit bien recontracté, bien remis en place. Il faut vérifier que la dame ait bien repris la mobilité de ses membres inférieurs. Il faut qu'elle ait des constantes qui soient correctes. Et avant son retour en suite de couche, quand tout ça est bon et clair, on lui enlève le cathéter de la péridurale et de la perfusion. Donc, tout ce qu'on vient de dire là, ça fait partie de la sécurité pour la patiente. Donc là, on va voir un petit peu le point du confort de la patiente. Donc pour son confort psychologique et physique. Donc la patiente, on va veiller à ce qu'elle soit installée confortablement, que ce soit quand même agréable. Donc pas hésiter à lui remonter le lit, remonter le dossier. On va veiller surtout un point très important à la pudeur. Voilà, on ne laisse pas la dame sans drap sur elle si on lui fait un examen gynécologique. On veille aussi à l'hygiène de la patiente. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, une petite toilette vulvaire, ça fait pas de mal. De lui en faire une, ça évite qu'elle soit souillée trop longtemps. Et on lui change régulièrement ses garnitures. Et donc en lien avec l'hygiène de la patiente, le liquide doit rester quand même un minimum propre et pas taché de sang. Ensuite, on veille à avoir un environnement calme, parce que bon, dans les suites de l'accouchement, la dame elle est en famille souvent avec son conjoint la plupart du temps et avec son nouveau-né. Donc on évite le nombre d'interventions qui restent inutiles. Même s'il faut faire une surveillance très régulière, il ne faut pas être trop invasif et voilà, prendre de la distance pour leur laisser leur petit moment à eux. Et donc, on en a déjà parlé, la sonnette qui est très importante qu'on doit laisser proche de la patiente ou à la limite proche du conjoint ou entre les deux, comme ça, si la patiente fait un malaise, le conjoint peut appeler.
Et ne pas oublier de rassurer, répondre aux interrogations, aux questions, de les réassurer aussi si ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas et leur donner des conseils. Alors ensuite, donc en lien avec la deuxième partie qui va arriver, on va parler de l'accueil du nouveau-né. Donc dans les premières minutes qui vont suivre sa naissance, le nouveau-né va être mis, quand tout se passe bien, au pot à pot sur sa maman. Donc le pot à pot, ça va permettre l'installation du lien mère-enfant qui est assez puissant et également aussi du lien père-enfant par la suite. Donc ça va faire une petite bulle, la triade va commencer à s'installer. Ça va être également donc, le premier regard, aussi qu'on peut appeler le regard parentalisant. Donc le premier regard que la mère a avec son enfant. Ça va permettre également, le pot à pot va permettre, ça va en fait sécréter des hormones qui vont permettre l'involution utérine, donc les contractions pour que l'utérus redescende. On va également avoir, mais pendant ce pot à pot, il va falloir faire attention à l'endormissement maternel, car vu qu'il y a sécrétion d'hormones, ça épuise la maman et souvent elle est fatiguée et elle s'endort. Donc d'où l'importance de faire des surveillances régulières dans la chambre pour vérifier le pot à pot et l'installation de bébé. Il y a également donc la tétée de bienvenue que l'on peut faire et la mise au sein. La mise au biberon n'est pas obligatoire en salle de naissance, à part si vraiment bébé cherche à sucer, à attraper, à manger, quoi. Et donc mise en place de la triade, j'en ai déjà parlé un petit peu, qui se met en route à ce moment-là. Oui. J'avais une question. Combien de temps il peut durer le pot à pot? Alors le pot à pot, le mieux c'est qu'il dure pendant tout le postpartum immédiat, c'est-à-dire pendant 2 heures. Juste avant de rentrer en suite de couche, sachant qu'il peut y avoir des mamans qui vont en suite de couche en ayant leur bébé en pot à pot contraire. Mais par contre, il faut faire attention, du coup c'est une surveillance régulière. Il faut que le bébé soit sur un plan droit, dégagé. Donc on évite entre les seins, plus sur un plan dur juste au-dessus. Voilà, pas enfoui, la tête sur le côté, nez dégagé. Et bien en grenouillère, au pot à pot vraiment, et ça peut être sur la maman comme sur le papa, mais on privilégie d'abord le pot à pot sur la maman. Oui. Je veux savoir pour la tête de bienvenue, est-ce que c'est vraiment utile de le faire si la mère a donné le biberon? Alors c'est pas, on va pas parler d'utilité, mais c'est plus une question de choix en fait. Pour le bébé, ça sera toujours un plus d'avoir une tétée du lait de sa mère, vu que ça permet de lui donner des anticorps. Après, si la maman elle a décidé de lui donner le biberon et qu'elle veut vraiment pas l'allaiter, c'est pas obligatoire, ça reste un choix. Il faut le proposer, lui dire qu'elle peut lui faire la tétée de bienvenue et après passer directement au biberon. C'est pas grave, c'est pas grave si elle le fait ou si elle le fait pas. Mais il faut que ça reste un choix et pas un jugement après si elle le fait pas justement. Donc voilà, là la partie sur le confort de la patiente et l'accueil du nouveau-né, il faut que tout se fasse en sérénité, donc c'est pour ça, il faut que la sécurité soit bien faite avant pour permettre la sérénité de la patiente et qu'elle puisse profiter tranquillement de son moment avec son nouveau-né qui n'a que quelques minutes de vie. Donc on en a fini sur ma partie, donc je vais demander à ma collègue de venir vous faire la suite qui va concerner surtout le nouveau-né. Donc moi je vais vous parler du nouveau-né. Donc les 2 heures, donc le postpartum immédiat, les 2 heures qui suivent vont être très importantes pour le nouveau-né parce qu'on va permettre de voir son adaptation à la vie extra-utérine et donc pour permettre une bonne adaptation à la vie extra-utérine, on va faire une prise en charge rigoureuse et surveillée. Donc je vais commencer par vous énumérer le matériel qu'on met en place pour l'accueil du nouveau-né. Donc là ça va être tout le matériel qui est énuméré ici, ça va être dans la chambre de la patiente qui va être préparé préalablement pour l'accueil du nouveau-né. Donc déjà on a le bracelet d'identification, donc comme la mère c'est très important, on va mettre le nom, le prénom, la date de naissance et puis on mettra l'heure de naissance donc au moment où il va naître. Ensuite on va avoir une robe chauffante, donc on va chauffer aussi préalablement. Donc à 37 degrés pour un nouveau-né propre à terme et souvent 39 degrés pour les prématurés. Donc c'est vraiment pour la prévention de l'hypothermie parce que c'est un point très important qu'on surveille en salle de naissance, c'est vraiment la thermorégulation du nouveau-né. Ensuite on va avoir une salle de naissance qui est chauffée aussi, donc à 25 degrés souvent parce que le fœtus il est in utero, donc il a la température corporelle de la mère et donc quand il sort il faut quand même une pièce qui soit un peu chauffée. Ensuite, on va avoir des sondes d'aspiration qui vont être préparées, donc préparées sur une source vide, avec un bocal de recueil propre, et donc ils vont permettre d'aspirer le nouveau-né. Oui.
dans quel cas on aspire au nouveau-né? Alors, on aspire le nouveau-né, par exemple, pour libérer ses voies supérieures, si on voit qu'il lutte pour respirer et qu'il a l'air encombré. Et c'est souvent aussi en cas de liquide amniotique méconial, il a de fortes chances d'en avoir ingurgité au moment de la naissance, et donc du coup, on va aspirer le nouveau-né. Avant, c'était fait en systématique. Maintenant, on le fait moins parce qu'on a vu que c'était quand même traumatique pour le nouveau-né et que ça pouvait entraîner des lésions d'œsophage et puis des inflammations. Donc on évite vraiment de le faire en systématique, on ne le fait que quand c'est nécessaire. Ensuite, on va avoir une source d'oxygène qui va être présente aussi. En cas, si jamais il a eu un manque d'oxygène à la naissance, donc il a fait une hypoxie, une anoxie, on va lui fournir de l'oxygène. Un insufflateur avec un masque de ventilation, donc pour faire une ventilation manuelle si jamais il a du mal à respirer aussi. Ensuite, un stéthoscope donc, qui va nous servir pour l'examen clinique du nouveau-né, donc pour écouter le cœur et les différents foyers pulmonaires. Un thermomètre donc, pour prendre sa température. Un abaissement qui va être également utilisé pour l'examen clinique, pour avoir un accès sur le palais et à la recherche d'une fente palatine. Donc la balance pour le peser à la naissance, 1 mètre pour le périmètre crânien, le périmètre thoracique et le bipariétal, et puis des couches à la taille adaptée, un berceau préparé pour le retour, ensuite de couches, et puis éventuellement la vitamine K1 préparée donc, pour son administration. Donc est-ce que vous connaissez la posologie ou pas? Oui, c'est 2 mg pour 0,2 ml. D'accord, très bien. Et on le donne quand du coup? On le donne à la naissance, en opération. D'accord. Et après, est-ce que vous savez si on le redonne ou pas? Oui, après on le redonne à 3 jours. Oui. Et ensuite à 1 mois si c'est un allaitement maternel. D'accord, parfait. Donc on donne la vitamine K, donc des fois selon les établissements ça va être en salle de naissance ou ensuite de couche, mais le principal c'est qu'elle soit donnée parce que le nouveau-né à la naissance il a un fort risque hémorragique dû au fait que la vitamine K elle passe pas trop la barrière placentaire et donc du coup il a un risque hémorragique très important. Donc, ensuite on va avoir du matériel pour la prévention de l'hypothermie, donc comme vous avez pu le comprendre c'est un point très important qu'on surveille chez le nouveau-né, donc le bonnet, des serviettes et des langes, des vêtements qui seront préalablement chauffés sous la rampe, donc les vêtements des parents, donc la rampe chauffante encore une fois, donc à 37 ou à 39 degrés, et en cas de besoin, donc un incubateur, des incubateurs ou une couverture chauffante si jamais le nouveau-né a du mal à se réchauffer, ou si jamais c'est un nouveau-né de césarienne, on peut le mettre dans un incubateur en attendant. Donc le risque d'hypothermie il est vraiment très important à la naissance parce que le nouveau-né il a un métabolisme qui se met tout juste en place et donc sa thermorégulation elle n'est pas aussi mature que celle d'un adulte. En plus il a peu de réserve donc énergétique, donc du coup c'est un peu dur pour lui de garder une bonne température. Donc c'est vraiment une des choses qu'on va bien surveiller. Ensuite au niveau du matériel pour les soins, donc on va avoir les soins de cordon. Donc pour le soin de cordon, on va avoir besoin de compresses stériles, de la biceptine, donc un antiseptique non alcoolique, parce que pour le nouveau-né, on n'utilise pas d'antiseptique alcoolique, il a une peau très fragile, un clan de barre, et puis des ciseaux donc, pour recouper le cordon. Et puis pour le soin des yeux, donc du sérum physiologique, et puis tout à l'heure dans la diapo précédente, c'était marqué décollyre, donc c'est plus utilisé Avant, c'était utilisé, maintenant, c'est plus trop recommandé. Et c'est dans certains établissements, ils le font en systématique en cas d'accouchement par voie basse pour prévenir le risque d'infection. Alors, ensuite, on va avoir du matériel également pour la surveillance du nouveau-né. Donc, celui qu'on va le plus utiliser, c'est l'appareil à glycémie capillaire pour mesurer le taux de sucre dans le sang donc, du nouveau-né. Le facteur de risque principal de l'hypoglycémie, c'est l'hypothermie, puisque s'il est en hypothermie, il va utiliser plus de réserve énergétique et donc du coup ça va entraîner une hypoglycémie. Donc les deux ils sont reliés. Ensuite, ceux qui sont à risque, c'est ceux qui vont avoir une demande énergétique importante, comme les bébés qui ont une infection, ceux qui ont une détresse respiratoire ou les nouveau-nés qui sont macrosomes. Ensuite, ceux qui ont une faible réserve énergétique, donc les prématurés, les nouveau-nés hypotrophes, et puis ceux qui ont un taux d'insuline important, donc les nouveau-nés de mère diabétique. Et puis les signes qu'on va retrouver, donc c'est une pâleur,
une cyanose, un nouveau-né qui est hypotonique, qui a une polypnée, des trémulations, convulsions, donc là c'est un peu plus rare mais ça peut arriver. Ensuite on va réaliser, on a du matériel pour réaliser un prélèvement sanguin, donc toujours pareil si on a une suspicion d'hypoglycémie, donc pour être plus précis, d'hypocalcémie ou d'anémie, donc un nouveau-né qui est tout pâle. Et puis l'oxymètre de pouls pour surveiller la saturation du nouveau-né en cas de pâleur, de détresse respiratoire. Donc, pouvoir, oui. Où est-ce qu'on met l'oxymètre de pouls? Alors très souvent on le met du côté droite au niveau du poignet, au niveau de l'artère radiale pour capter bien la saturation. Oui. Qu'est-ce qu'un nouveau-né hypotrophe, un nouveau-né macrosome? Alors en fait un nouveau-né hypotrophe c'est un nouveau-né qui est en dessous, donc on dirait en dessous du 3e percentile, mais c'est un nouveau-né qui est petit pour son terme. Et un nouveau-né macrosome, c'est un nouveau-né justement qui est au-dessus du 97e percentile. Et donc c'est un nouveau-né qui est beaucoup trop gros pour son terme. À quel endroit on pique un nouveau-né? Alors souvent on pique sur la main, parce qu'il y a plus de sang qui vient. Donc après, on peut le piquer aussi également sur le talon. Mais là on va avoir des risques d'ostéite, mais on pique souvent sur la main. Donc c'est là où on voit le plus les veines et qu'on peut avoir le plus de sang. Ah oui, pour le prélèvement sanguin, du coup, l'hypoglycémie, vous connaissez les normes de la glycémie ou pas? Oui, c'est 0,408 g par litre et du coup 2,2 4,4 g par litre. Pour terminer sur le matériel, je voulais juste vous parler de la salle de réanimation néonatale, qui est une salle qui est quand même très importante, puisqu'elle permet donc la sécurité du nouveau-né. Dans cette salle, on a vraiment tout le matériel adapté à la prise en charge du nouveau-né en cas de mauvaise adaptation à la vie extra-utérine. Donc, donc ça dépend des établissements, mais elle peut être soit dans la chambre du nouveau-né, ou alors soit à l'écart, donc dans la salle de naissance, mais à l'écart des salles. Donc elle va permettre d'accueillir le nouveau-né si jamais il présente une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine. Et ça permet d'être l'intervention des différents professionnels et ça permet également d'éviter le stress des parents qui voient leur nouveau-né se faire réanimer ou des choses comme ça. Oui. C'est lui qui s'occupe de la réanimation. Alors, si c'était un accouchement sans facteur de risque et que le nouveau-né présente une mauvaise adaptation, c'est la sage-femme qui va commencer la réanimation et on va appeler le pédiatre ou l'interne de pédiatrie en urgence. Et le temps qu'il arrive, donc c'est la sage-femme, mais si c'est quelque chose on sentait que le nouveau-né il allait avoir des facteurs de risque, le pédiatre souvent est déjà prévenu et déjà là. Mais on essaye d'appeler le pédiatre. Donc je vais vous les énumérer quand même. Une rampe chauffée, on retrouve le même matériel au début que dans la salle, un linge sec, propre, chaud, un bonnet, un masque de ventilation avec les différentes tailles, donc notamment pour les prématurés, un matériel de ventilation, source d'oxygène, un néopuff, des sondes d'aspiration, bocal de recueil, stéthoscope, chronomètre, matériel d'intubation, matériel de perfusion, un oxymètre, un tensiomètre, de quoi scoper, des médicaments comme l'adrénaline, le naloxone, le surfactant, du sérum physiologique, du sérum glucosé, du matériel pour l'administration de médicaments, et puis du chat, des gants, des calots, des masques, et puis encore plein de matériel. Donc souvent, on a un chariot de réanimation avec la checklist pour éviter de rien oublier. Donc le mieux, c'est, en principe, la checklist, elle est vérifiée au début de chaque garde par une sage-femme. Et puis les tables qui sont utilisées de réanimation, donc ça dépend des établissements, combien il y en a, mais elles sont refaites directement une fois qu'on a accueilli le nouveau-né. Puis elles permettent d'accueillir les nouveau-nés de césarienne aussi, et puis surtout les prématurés, qui sont à risque de mauvaise adaptation à la vie extra-utérine. Donc ensuite, l'environnement autour de la naissance. Donc là, on a tout le matériel et donc là, on va plutôt voir l'environnement, la prise en charge du nouveau-né pour son accueil. Donc encore une fois, je répète le risque d'hypothermie. Donc c'est le plus important. Du coup, on le sèche à la naissance. Donc dès qu'il sort, on le sèche et on le couvre rapidement avec un linge chaud. C'est différent pour les prématurés. Les prématurés, on les met dans un sac plastique et on les sèche pas pour qu'ils gardent bien la température. Parce que eux, ils ont peu de réserve, donc ils sont vraiment à risque d'hypothermie. Ensuite, on lui met directement un bonnet dès qu'il sort. Et puis, on le met en peau à peau avec sa maman souvent, donc déjà pour instaurer le premier regard et permettre l'accueil du nouveau-né. Et puis, comme ma collègue l'a dit, donc pour garder la chaleur. Ensuite, là, on prend une température dans les minutes qui suivent la naissance, donc elle doit être entre 36,5 et 37,5 degrés Celsius en rectal. Donc après, ça va dépendre des protocoles des établissements. Il y en a qui prennent en rectal, d'autres en axillaire parce qu'ils trouvent qu'en rectal c'est traumatisant.
Et puis toujours attention aux nouveau-nés hypotrophes et prématurés, donc dû au fait qu'ils ont peu de réserve énergétique. Donc ensuite, dès la naissance, on évalue l'adaptation à la vie extra-utérine en faisant le score d'Apgar à 1, 5 et 10 minutes. Donc on estime qu'en dessous de 7, c'est une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine et donc on mettra en place des soins qui sont nécessaires donc pour la sécurité du nouveau-né. Donc vous avez sûrement dû le voir, mais bon, je le redis. Donc la fréquence cardiaque, elle doit être au-dessus de 100. Les mouvements respiratoires, ils doivent être réguliers. Le tonus musculaire, il doit être en quadriflexion, donc un bon tonus. La réactivité à la stimulation cutanée, donc il doit crier. Et la coloration, elle doit être un enfant totalement rose. Donc après, s'il a un score d'Apgar en dessous de 7 et qu'après ça remonte à 10, on surveillera quand même bien le nouveau-né parce qu'il a eu au départ une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine. Ensuite, si on a des signes de détresse respiratoire, donc cyanose ou quelque chose comme ça, on peut évaluer le score de Silverman. Donc lui, il doit être justement au plus proche de 0. Donc dedans, on va avoir des signes de lutte respiratoire, donc le tirage intercostal, un entonnoir typhoïdien, un balancement thoraco-abdominal, un battement des ailes du nez et puis un gênement. Donc ça, c'est pour évaluer les signes de détresse respiratoire. Ensuite, on va faire le pH au cordon en systématique à la naissance grâce à une seringue et à une aiguille qu'on va prélever au niveau du cordon ombilical, donc le plus proche possible de la naissance. Et puis on va mettre le sang dans un analyseur de gaz de sang pour qu'il nous donne les valeurs du pH, du taux de CO2, du taux d'oxygène, des lactates et de l'hémoglobine qu'on a à la naissance chez le nouveau-né. Donc est-ce que vous connaissez les normes du pH ou pas du tout? Oui. Je sais que c'est 7,25 du coup à la naissance et il est en acidose à partir de 7,15 à peu près. Ouais, c'est ça. Il est en acidose à partir de 7,15 et il est en acidose sévère, on dit à partir de 7,10. Donc la pression en CO2, elle doit pas être supérieure à 65 mm de mercure. Celle en oxygène, elle doit pas être en dessous de 8 mm de mercure. Et les lactates, ils doivent pas être au-dessus de 5 millimoles par litre. Et puis on estime que le nouveau-né il est en anémie en dessous de 14 grammes par décilitre. Donc le but en fait de ça à la naissance, c'est de rechercher une acidose métabolique ou respiratoire. Donc respiratoire si on a un taux de CO2 qui est élevé et métabolique si c'est plutôt les lactates, qui traduirait donc qu'il a eu une hypoxie ou une anoxie, donc un manque d'apport d'oxygène pendant l'accouchement ou un petit peu avant l'accouchement, pendant qu'elle était en travail. Et puis ça permet donc de savoir la tolérance de l'accouchement et puis si c'est très élevé, ça peut avoir des séquelles neurologiques dues à la privation d'oxygène qu'il a eu pendant un moment. Donc ça on le fait en systématique. Ensuite au niveau de la prise en charge générale, donc avec le matériel qu'on a vu tout à l'heure, donc toujours sous la rampe chauffante. Pour garder la chaleur. Donc on lui met le bracelet d'identification qui sera bien rempli, sans faute d'orthographe. On fait la désinfection du cordon, on met en place le clan de barre qu'on met à 2 travers de doigts de l'ombilic à peu près, et puis on coupe ensuite ce qui est en amont du clan de barre. Ensuite on fait la pesée. Donc comme on le disait tout à l'heure, on peut déterminer le poids de naissance qui va être très important pour savoir ensuite, parce que le nouveau-né il a une perte physiologique de poids. Et donc c'est important de savoir son poids de naissance pour pas que ça dépasse 12% en cas d'allaitement, qui perd 12% de son poids en cas d'allaitement et 10% de son poids en cas d'alimentation artificielle. Et donc du coup on fait le poids de naissance. Ensuite les mensurations, donc le périmètre crânien, il doit être entre 33 et 35 cm. Ça permet de savoir, pour un nouveau-né neutrophe à terme, ça permet de savoir le développement du cerveau. Et donc si par exemple il est trop petit, ça peut être un retard de croissance, ou s'il a une hydrocéphalie, donc il est trop gros, ça peut être une dilatation de certaines zones qui peuvent entraîner des troubles mentaux et moteurs. Ensuite le périmètre thoracique, il doit être entre 32 et 33 cm, donc toujours pour un nouveau-né neutrophe à terme, qui va permettre de rendre compte de la capacité thoracique et des composantes thoraciques. Et puis le bipariétal, il doit être aux alentours de 90-95 mm. Ensuite, donc toujours le bonnet, puisque un nouveau-né, ça perd moins 0,25 °C par minute à 24 °C environ. Donc c'est vraiment très
c'est vraiment énorme. Ensuite, donc, pour son soin, on lui met la couche et on l'habille. Donc on l'habille s'il a une bonne température, on peut le laisser en peau à peau juste avec une couche sur sa main. Donc ensuite, au niveau de la prise en charge, donc, on peut le mettre en peau à peau, donc pour prévenir le risque d'hypothermie. Et puis c'est une barrière pour le nouveau-né, donc de la sécurité, puisque à la fois physiquement et psychologiquement, donc physiquement il va être dans les bras de sa maman, le père, s'il y en a un, il va être là pour si jamais il y a quelque chose. Et puis au niveau psychologique, c'est vraiment le fait qu'il soit contre sa mère, il est l'odeur de sa mère, donc c'est un milieu assez rassurant qui lui rappelle un peu quand il était fœtus. Ensuite, la mise en place donc, du coup, de la relation parent-enfant. On privilégie une pièce calme pour l'intimité de la relation en limitant le nombre d'intervenants pour permettre un bon accueil du nouveau-né. Et puis ensuite, l'alimentation, on peut commencer à la mettre en place donc au sein, au biberon ou de façon mixte. Mais de toute façon, pour un nouveau-né au à terme, on peut se laisser 12 heures avant qu'il mange. Donc la surveillance, même si on effectue l'examen clinique du nouveau-né à la naissance, on peut quand même, à chaque fois qu'on rentre dans la chambre de la maman pour faire sa surveillance, on peut faire la surveillance rapide du nouveau-né, parce qu'un problème ça peut survenir vite, en évaluant la coloration, est-ce qu'il est pâle, est-ce qu'il est cyanosé, ictérique, l'aspect cutané, la respiration, donc est-ce qu'il respire bien, est-ce que c'est fréquent, est-ce qu'il a l'air d'avoir des signes de lutte, est-ce qu'il est éveillé, le tonus, est-ce qu'il est hypotonique, et puis est-ce qu'il paraît paisible s'il dort, les troubles neurologiques, donc hypotonie toujours, trémulation, convulsion, la douleur, donc est-ce qu'il crie, est-ce qu'il est difficile à calmer, et puis toujours la mise en place de la relation parent-enfant. Ensuite, donc l'alimentation, on en a parlé, donc on peut mettre en place la première tétée en commençant à donner des conseils à la maman si c'est une primipare ou si c'est une multipare et que les anciens allaitements ne se sont pas très bien passés. Donc on regarde si sa succion est efficace, et puis au passage, s'il mange bien, on recherche une atrésie, enfin ça permet d'éliminer une atrésie de l'œsophage qui est un des problèmes qu'on retrouve à la naissance. Et puis si jamais il n'y a pas de première tétée, enfin si jamais la mère ne décide pas d'allaiter, on peut donner le biberon, et puis voir, on ne met pas plus de 20 ml parce que le nouveau-né il a un tout petit estomac, et donc du coup on évite de mettre des grosses quantités. Ensuite, on peut voir, on surveille également l'émission de méconium et d'urine. Donc est-ce que vous connaissez les délais de combien de temps on attend avant de s'inquiéter? Oui. Du coup, méconium, c'est avant la 36e heure et urine avant 48 heures. Et donc voilà, et puis la thermorégulation, toujours, on prend une température à la naissance, 1 heure après et 2 heures après, donc toujours à base entre 36,5 et 37,5. Puis s'il est hypothermique, on met la mise en place nécessaire. Et donc l'examen clinique général du nouveau-né à la naissance, donc il est fait soit par le pédiatre ou la sage-femme. Donc la sage-femme, si tout est physiologique, après si elle voit une anomalie, elle n'hésite pas à appeler le pédiatre. Et puis le pédiatre, si jamais le nouveau-né il a présenté une mauvaise adaptation à la vie extra-utérine, c'est lui qui effectuera l'examen clinique. Puis s'il est hypotrophe, des fois ça peut arriver aussi que ce soit le pédiatre. Donc on va avoir la coloration, l'aspect cutané, la respiration, l'auscultation cardio-pulmonaire, le crâne face le cou, les clavicules, l'abdomen, les membres supérieurs, les organes génitaux, les membres inférieurs, faire l'examen des hanches, la colonne vertébrale, la fossée de sac oxygène, l'anus, et puis voir les tonus passifs et actifs et réflexes inférieurs. Donc je propose qu'il y en ait une de vous qui le fasse, et puis qu'on corrige ensemble, et pour montrer à tout le monde. Donc je vous laisse faire l'examen clinique du nouveau-né, et puis si vous avez du mal ou si vous faites mal les choses, je vous corrige. D'accord. D'abord je regarde donc le comportement du nouveau-né, son teint. Je peux regarder s'il est bien en quadriplaction, normalement spontané. Pour le teint, je peux faire le temps de reconversion cutanée. Donc, voilà. Ensuite, du coup, moi je commence par le donction de haut en bas. Oui, pour rien oublier. Donc d'abord, je regarde au niveau de la tête les fontanelles. Si elles ne sont pas bombantes, parce que ça peut être signe d'infection. Je regarde les sutures, si elles sont bien, s'il n'y a pas de céphalématome ou autre. Après, donc là, je regarde au niveau des oreilles, ça sont bien formées. Oui, je peux regarder donc là les yeux. Donc je peux prendre pour voir s'il suit bien. Voilà.
Après, donc au niveau du nez, non, ça se fait plus vraiment, mais je pouvais mettre un son d'aspiration pour voir si les couronnes sont bien perméables. Mais là, je peux mettre donc soit un miroir devant pour voir si il y a de la baie dessus, donc si il respire, ou alors je peux prendre un poil coton pour voir. Je prends ça pour voir si ça bouge et du coup ça respire. Ensuite, au niveau de la bouche, je peux prendre la baisse-langue. Je regarde s'il n'y a pas de fente labiopalatine et s'il y a un fond de langue ou pas, parce que ça peut s'enlever plus tard. Après, donc là, le cou, je regarde bien au niveau des plis, s'ils sont bien symétriques. Là, pas un goitre. Là, je regarde les clavicules, parce qu'il peut y avoir des fractures lors de l'accouchement. Ensuite, je regarde pareil donc les bras, pareil la symétrie au niveau des plis, les mains, donc le nombre de doigts, les plis, parce que s'il y a un pli palmaire unique, je préfère dire comme ça, ça peut être signe de trisomie 21, mais c'est à vérifier. Donc après, je descends au niveau de l'abdomen. Donc je peux essayer de palper le foie et la rate. Donc du coup, je crois que c'est comme ça. Donc normalement, je dois rien sentir. Et je commence vers le bas pour monter vers le haut pour éviter de palper les côtes et que ce soit pas. Il peut y avoir des côtes cassées, donc là je peux regarder au niveau du cordon, du coup. Ensuite, je enlève. Donc là, je regarde les cuisses, je regarde les jambes, les pieds. Si c'est pareil, les plis c'est bien symétrique, et oui, donc la longueur. Si c'est pas symétrique, ça peut traduire quoi? Ça peut être un signe de luxation de hanche. D'accord. Donc du coup là je peux regarder les organes génitaux. Donc là chez un garçon on aurait palpé bien voir s'il y a les deux testicules en place, mais là du coup là l'orifice vaginal. voilà, les grandes lèvres, les petites lèvres et le clitoris. Du coup là comme elle est calme, je peux faire l'examen des hanches. Oui, là ça va être difficile sur ce côté. Donc je fais la manœuvre de normalement. Donc je crois que c'est comme ça. Les deux doigts, en index et le majeur au niveau du grand trochanter et le pouce au niveau de la face interne de la cuisse. Donc là, c'est un peu difficile sur celui-là, donc voilà. Et normalement, je dois sentir un ressaut si. S'il y a une luxation. Voilà. Donc, avant de remettre la couche. Bah là, je peux passer du coup à l'examen cardio-pulmonaire. Donc, je vais commencer par les poux, vu que j'ai. Donc là, les poux fémoraux. J'essaie de bien les sentir, qu'ils soient bien symétriques pour. Parce que ça peut être une coarctation de la horte. Donc, c'est une urgence pour le poux. Ensuite, tu peux prendre les poux là. Après, je peux remettre la coupe du coup ou je peux bien quelque chose. Juste faire l'abduction des deux jambes pour ça peut se traduire aussi pour l'examen des hanches. Faire l'abduction. Voilà. Et aussi vous n'avez pas regardé pour l'anus. Est-ce que vous avez regardé? Ah oui. Après, sa température elle peut être prise en oui, rectal, avec ça. Donc après, ça va dépendre. Même, en fait, je peux regarder au niveau de la distance entre l'anus et vaginal pour que ce soit une distance qui soit pas que ce soit pathologique. Du coup, je vais continuer mon examen cardio-pulmonaire. J'avais déjà palpé le foie tout à l'heure, mais du coup, je vais faire avec le stéthoscope. Donc, je fais les différents foyers. Vous écoutez quoi du coup? J'écoute
le rythme, voir si c'est bien régulier, s'il n'y a pas de souffle. Oui, et je fais bien les 3 sommets au niveau des poumons. Voilà. Du coup, comme il est de dos, je vais pouvoir regarder la colonne vertébrale de la bouche. Et du coup, je vais pouvoir regarder la tête, parce que normalement. Oui. Et regarder la colonne vertébrale aussi. Elle est bien droite. Voilà. S'il n'y a pas de fossette sacrée. Donc, normalement. Et puis du coup là je peux regarder. Oui, Et puis les pieds là, ils sont bien symétriques. Je sais pas si j'ai des choses. Non, juste regarder dans le cou derrière. Merci. Il fallait donc les tétons surnuméraires, n'oubliez pas, et puis l'abdomen, regardez bien s'il est plat, par exemple ça peut être une hernie diaphragmatique ou s'il est ballonné, une masse abdominale ou une occlusion. Donc voilà, mais sinon c'était très bien. Donc maintenant les tonus. D'accord, donc je vais commencer par le tonus passif. Donc il y a les différents angles. La dorsiflexion du pied, donc c'est 0 degré. Oui. Ensuite j'ai l'angle poplité. 90 degrés. Voilà. La retour en flexion d'avant-bras, là je ne vais pas trop faire du tout, mais enfin, en tout cas c'est possible pour voir bien qu'il est tonus. Passif. Ensuite le signe du foulard. Donc normalement en fait chez le prématuré ça peut aller jusqu'au bout, mais comme là c'est un nouveau-né qui est à terme, ça va pas forcément jusqu'au bout. Mais après c'est vraiment pour voir le tonus passif. Ensuite c'est bon je crois le passif, je n'ai pas oublié de... Après, donc, le tonus actif, il y a la marche automatique. C'est bien de le faire souvent devant les parents, je crois, parce qu'on m'avait dit. Les compétences. Montrer, voilà. Donc, il faut le mettre un peu, faut le prendre comme ça et le mettre un peu en avant. Comme en ça même temps, vous pouvez faire les réflexes du redressement des jambes. D'accord. Ok. Donc, voilà. Oui. Voilà. Après, je crois qu'il y a aussi le tonus latéral. Oui. Donc là, il est censé se tenir, remonter la tête et se tenir droit. D'accord. Voilà. Après, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose dans les mots. Le tirer assis. Ah. Normalement, sa tête, elle vient en dernier. Ouais. Voilà, c'est pas... On va pouvoir le faire, mais voilà. Voilà. Donc ça veut dire qu'il tient bien ça. Après, il y a les réflexes archaïques. Donc, il y a le réflexe de succion. Ensuite, il y a le réflexe des points cardinaux. Après, il y a le réflexe de Moreau, mais il est plus trop fait. Ouais, non, c'est... Si vous voyez qu'il est bien tonique, c'est pas vraiment nécessaire de le faire. D'accord. Après, il y a le grasping, donc on peut faire au niveau des mains plus souvent, mais des fois, il y a des bébés qui attrapent aussi au niveau des pieds. L'allongement croisé aussi. Non, c'est... Vous tirez sur... Oui. Oui, il va me dégager ma main, d'accord. Voilà. Et donc, pour finir, du coup, les points indispensables pour le retour ensuite de couche, donc au cas où vous ne l'auriez toujours pas compris, une thermorégulation qui soit correcte, un examen clinique du nouveau-né à la naissance qui soit effectué et puis qui présente donc une bonne adaptation à la vie extra-utérine et donc la relation parent-enfant qui commence à être établie. Et donc, c'est pas nécessaire qu'il ait mangé et puis qu'il ait mis des selles et des tuméconium et des urines. Donc pour finir, nous allons faire une petite partie sur les soignants, puisqu'ils sont très présents à l'hôpital et donc notamment autour du cocon mère-enfant et aussi avec le conjoint. Donc on va avoir d'abord en premier lieu la sage-femme qui va être très présente, donc qui va accompagner la femme qui va accoucher, qui va être également là en postpartum immédiat mais aussi en suite de couche. On va aussi avoir les aides-soignantes ou les auxiliaires puéricultrices, ça dépend des établissements, qui vont être présentes. On va avoir les médecins, donc les gynécologues, obstétriciens, les anesthésistes et les pédiatres, qui ne sont pas forcément toujours présents. Dans certaines structures, c'est tout le temps les sages-femmes qui s'occupent de la maman de A à Z, et dans d'autres structures de plus haut niveau, avec un niveau plus grand comme un niveau 3, où ils vont être tout le temps sur place et présents avec les sages-femmes. On va également avoir les IAD, donc les infirmiers anesthésistes, et de temps en temps, il va y avoir des étudiants qui vont être présents. Donc étudiants sages-femmes, étudiants AS ou AP, également des étudiants en médecine.
Donc le fait d'avoir aussi autant d'intervenants, ça permet d'avoir un environnement sécurisant pour la patiente. On sait qu'on va avoir des personnes compétentes quand il faut, que ce soit en cas d'urgence ou pour un problème pas urgent mais où la sage-femme n'a pas les connaissances pour s'en occuper. Et donc d'où l'importance d'un travail en équipe entre tous ces intervenants qui doivent avoir de bonnes transmissions entre eux pour pouvoir collaborer. Oui. Je voulais juste savoir à quoi elles servaient les aides-soignantes et les auxiliaires de puériculture. Alors en fait, la sage-femme, elle ne travaille pas toute seule, elle travaille toujours avec une aide-soignante ou une auxiliaire puéricultrice. Et donc ces personnes elles vont surtout s'occuper de revoir toute la salle d'accouchement, de les nettoyer après les accouchements, de remettre du matériel dans les chariots. Et sinon, elles vont beaucoup accompagner aussi les mamans pendant l'accouchement, celles qui vont être à leur côté pendant que la sage-femme s'occupe de l'arrivée du bébé. Et ensuite, après la naissance de l'enfant, ce sont elles qui vont faire surtout les soins de puériculture en fait, qui vont l'habiller, qui vont montrer aux parents aussi c'est elles qui vont couper surtout le cordon et mettre le plan de barre. Et voilà, donc en fait, elles secondent les sages-femmes, on va dire. Et le binôme, il faut qu'il soit bien présent et c'est pour ça que le travail en équipe est très important parce qu'elles sont tout le temps ensemble et il faut qu'elles puissent compter l'une sur l'autre. Ensuite, donc pour la sécurité du soignant, donc on a parlé de la sécurité du patient, donc là ça nous concerne nous les soignants. Donc on va avoir le chat, l'hygiène des mains, donc qui est très importante pour éviter de transmettre déjà aux patients, mais aussi qu'eux ils nous en transmettent. L'importance des gants stériles et non stériles, donc suivant les actes. Un masque chirurgical, tablier pour éviter de se souiller la blouse parce que c'est pas très agréable. La charlotte et les casaques. Donc tout ça c'est pour les protections de liquide biologique, donc notamment liquide amniotique, le sang, les urines, voilà, ça prend en charge pas mal de produits. Ensuite, pour notre sécurité de soignants, on va également avoir les boîtes OPCT. Vous savez ce que c'est ou pas? Ça veut dire quoi OPCT? C'est des objets piquants, coupants, tranchants. Oui, c'est ça. Donc toutes les aiguilles, les ampoules en verre cassé, on va les mettre là-dedans. Ensuite, on va avoir les sacs poubelles de couleur jaune qu'on appelle DASRI, donc déchets d'activité de soins à risque infectieux. Et donc on va mettre dedans tous les produits qui ont été en contact avec les liquides biologiques notamment. Donc on répète encore les gants non stériles et stériles et également les lunettes pour éviter notamment, là on parle du postpartum, mais un exemple pendant l'accouchement c'est important d'avoir des lunettes au cas où il y ait des éclaboussures de liquide amniotique et que ça nous arrive dans l'œil. Donc encore très important, prévenir le risque d'AES, donc d'accident d'exposition au sang et de liquide biologique. On se répète encore, mais c'est très important, c'est fait exprès. L'importance de la présence dans la salle d'accouchement, également de la sonnette, qu'elle soit à côté de la patiente pour demander une aide extérieure et qu'elle nous appelle en cas de besoin. Et le chariot avec tout le matériel pour les soins techniques. Cela permet une intervention rapide de tous les intervenants qu'on vient de parler et en cas d'urgence ou non. Ensuite, donc concernant la sérénité du soignant, la sérénité du soignant va être en corrélation en fait avec la sécurité du patient. Si on sait que notre patient est en sécurité, nous soignants, on va se sentir serein parce qu'on sait qu'on a bien fait les choses et que les choses se passent physiologiquement. Donc notamment avec un respect des bonnes pratiques, une surveillance régulière et adaptée à la patiente, un déroulement donc, physiologique, donc quand tout se passe bien, c'est très bien, on est serein. Et ensuite des conseils délivrés, notamment donc, sur l'allaitement et les peaux à peau, comme a dit ma collègue, qu'on peut commencer déjà en salle de naissance avant le transfert ensuite de couche. Et donc tous ces éléments-là, ça permet une satisfaction du soignant et un épanouissement dans notre travail notamment aussi. Donc pour conclure, on a trouvé une phrase qui résume synthétiquement tout ce qu'on vient de vous dire et de façon précise. Donc la période postnatale immédiate est une période particulièrement sensible puisqu'il s'agit d'une étape fondamentale d'adaptation physiologique et psychologique à la fois pour la mère et son nouveau-né. Il s'agit pour les soignants de relever un double défi, respecter l'intimité des familles tout en prodiguant une surveillance et des soins rigoureux, voire techniques. Donc vraiment la surveillance de la mère et du nouveau-né pour un accueil parfait. Et puis le côté psychologique à surtout pas négliger. Donc voilà. Donc cette phrase, ça vient du guide du postpartum. Donc merci de votre attention. Le diapo sera sur la plateforme pédagogique avec la bibliographie. Ouais. Voilà, merci. Merci.